Rebonjour, donc je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Comme le veut la tradition, on est encore au mois de janvier, donc j'aimerais vous souhaiter une belle et une très heureuse année dans cette belle ville de Montpellier. Moi je suis très content de revenir à Montpellier. Ça fait plusieurs années que j'ai quitté les bancs de l'université. J'ai été étudiant à la faculté de droit qui est pas très loin d'ici, mais je n'ai pas eu l'occasion de revenir, aussi étrange que ça puisse paraître, depuis longtemps. Je voudrais remercier justement pour l'occasion qui m'est donnée de revenir plusieurs personnes. En premier lieu, Benoît Humblot, donc, qui a initié une collaboration entre l'équipe Common Data et l'Institut Mines Télécom que je représente ici, au travers de l'école de management. Je voudrais ensuite remercier Agnès Robin de m'avoir convié à cette présentation aujourd'hui. Remercier aussi Madame Laurent, qui va modérer mes propos. Enfin, je ne sais pas s'il y aura matière d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. J'espère remercier évidemment vous de votre présence amicale aujourd'hui. Deuxième point que je voudrais aborder rapidement dans l'introduction de, de, de ma présentation, c'est de vous dire que l'idée de ce séminaire résulte d'une œuvre, alors non pas au sens du droit d'auteur, mais en tout cas en termes de collaboration, de co-création entre Agnès, on peut dire, on va dévoiler un secret de fabrique peut-être de ce séminaire, entre Agnès Robin et moi. L'idée, je reviendrai tout à l'heure sur ce point, est partie d'une participation. En ce qui me concerne, j'étais quasiment un an en février de l'année dernière à l'université Paris-Dauphine, où je participais à un séminaire de la Société française de management sur les enjeux de la science d'aujourd'hui dans le domaine des sciences sociales et de la gestion. Et plus précisément, j'étais intervenant dans une table ronde où il était fortement question de comité d'éthique vu comme une menace peut-être pour la liberté de la recherche. Comité d'éthique qui se généralise, vous le savez déjà, j'imagine, en France aujourd'hui. On a abouti avec Agnès à ce titre de présentation que vous voyez, les enjeux juridiques de la science ouverte. Quelle pratique pour la gestion des données scientifiques? Le terme pratique, moi je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'évoque un réflexe sociologique. De là à penser que je suis sociologue, il y aura un pas qu'on pourrait franchir. Hélas, je ne le suis pas. Néanmoins, je me suis dit que pour traiter d'un tel sujet, au-delà de la norme juridique à commenter, évidemment il y a de la matière avec le RGPD, il aurait été intéressant d'aller regarder, comme disait un célèbre auteur, un sociologue, lui, le droit ne se forge pas uniquement dans les textes, mais aussi dans les entrailles de la société. Donc il faut aller regarder sur le terrain, faire une enquête, même modeste. Donc j'ai essayé d'aller faire une enquête pour voir, parmi mes collègues notamment, qui avaient déjà notamment participé à un plan de gestion de données. Bon, alors je vous livrerai les résultats un peu empiriques, hein, tout ça n'est pas très scientifique, de mes investigations sur ce sujet dans quelques diapositives. Voilà. Alors, deuxième difficulté que j'ai éprouvée, outre le terme pratique, c'était de savoir le niveau de traitement du sujet. En d'autres termes, est-ce que j'ai affaire en face de moi des spécialistes, par exemple, du droit des données personnelles, des experts, ou est-ce que j'ai affaire à des béotiens ou des personnes qui sont entre les deux? Voilà. Donc ça, c'est un sujet. Voilà. Donc je vous prie d'excuser par avance, quelquefois, l'indigence de ce que je pourrais vous dire sur les droits des données personnelles, parce que je ne savais pas où situer le curseur. Hein. Donc, alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Bon, en tant qu'académique, évidemment, je vous propose un plan, hein, un plan de présentation, donc une rapide introduction sur le sujet, et puis après, je vous propose deux parties. Je ne suis pas le maître du temps, même si j'ai une chronomètre, donc n'hésitez pas à me dire d'accélérer s'il le faut. Voilà, donc deux parties. La première, en fait, sera pas tellement juridique, mais mettra plutôt l'accent sur les enjeux éthiques de la science ouverte. Cette partie fera écho aux propos qui ont été tenus dans justement la conférence que je citais de la Société française de management l'année dernière, avec les risques que les collègues, notamment des sciences sociales et de gestion, perçoivent, en tout cas craignent par rapport à la liberté de leur recherche. Donc ce sont des personnes qui utilisent notamment des protocoles de recherche qui risquent d'être soumis à approbation de comités d'éthique, et ça, ils éprouvent de grandes craintes en la matière. Alors, j'ai posé des questions qui seront peut-être un peu polémiques, mais comme le propos sera modéré,
donc je ne doute pas qu'il y aura peut-être de la matière, même si ma collègue ne connaissait pas forcément la teneur de mon intervention. Peut-être. Alors bon, de toute façon, on restera dans le domaine du convenable, je vous rassure. Mais d'abord, les comités d'éthique, justement, est-ce que, pour faire écho à cette conférence de l'année dernière, est-ce que ça peut être vu comme une menace pour les libertés de la recherche? Donc ça, c'est un point que je vais examiner avec vous. Et deuxième point, donc là plus sur le sujet de la science ouverte, je me suis posé la question, en travaillant sur le sujet, de savoir sur les plans de gestion de données, les data management plans, finalement, est-ce que ce n'était pas, du point de vue du chercheur, hein, aussi la goutte d'eau qui ne ferait pas déborder la vase administrative, si vous me pardonnez l'expression, c'est-à-dire que ce n'était pas l'expression supplémentaire d'une montée en charge administrative qui serait imposée aux chercheurs. Je vais vous expliquer pourquoi, mais il y aura matière à discussion, je ne doute pas. Alors la deuxième partie, ce sera le cœur du sujet, puisque on va aborder l'aspect non pas pratique, puisque je vous ai dit, en tout cas j'ai fait allusion au fait que l'enquête de terrain que j'ai voulu mener a fait un peu une sorte de flop quelque part, quoi. Donc je me suis focalisé sur la gestion juridique des données personnelles vue sous l'angle des normes. En fait. Alors, puisqu'il s'agit de gérer, on va voir d'abord le plus simple, évidemment, lorsqu'on traite des données personnelles et qu'on est chercheur, si on veut éviter de se plonger dans le cœur du réacteur nucléaire du RGPD, c'est d'éviter, autant que faire se peut, de gérer des données personnelles. Les choses seront beaucoup plus simples, mais comment fait-on ? Quelquefois, on ne peut pas, parce qu'en fonction de ses recherches, de son projet, des apports des partenaires, les données personnelles seront là, on va effectuer des traitements. Donc, comment peut-on conseiller les chercheurs ici présents sur une façon de gérer les données personnelles? Donc, ça sera l'objet d'une sous-partie. Voilà. Alors, dans l'introduction, même si je pense que vous connaissez, je me suis dit qu'il était quelques termes clés du sujet, donc la science ouverte, sous l'angle de la politique et de recherche et d'innovation. Donc j'ai mis en exergue ici une citation que l'on trouve dans le plan de recherche dévoilé le 4 juillet 2018 par notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, qui dit que la science ouverte est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. La science ouverte, c'est aussi, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une ambition à laquelle ont œuvré des dizaines et des dizaines de chercheurs de par le monde depuis des années. Enfin, j'ai mis 20 ans, je ne suis pas historien des sciences, mais il y a plus de 20 ans que les chercheurs se mobilisent pour faire vivre ce concept de liberté de la recherche au travers de différentes manifestations, publications. J'en ai repéré quelques-unes, vous les connaissez. Budapest Open Access Initiative. Vous aurez les diapositives, il y a les liens derrière, donc je ne vais pas cliquer pour... Je ne sais même pas si on est connecté à Internet, c'est pas grave. De toute façon, vous connaissez ces documents. Déclaration de Berlin, d'autres... la dernière que j'ai repérée en date, c'est l'appel de Jussieu de 2017. Alors, cette mobilisation de la communauté scientifique s'est traduite, c'était souhaitable et c'était inévitable, par une ambition dans l'action politique concrète, à la fois au niveau de l'Union européenne et au niveau du droit français. Et comme le dit notre ministre de tutelle, Madame Vidal, ce n'est pas qu'un slogan, heureusement. La science ouverte, c'est aussi aujourd'hui un vrai projet politique, une vraie traduction juridique. Là aussi, il y a eu des jalons, hein, donc sans prétention historique. J'ai cité le programme H2020 qui succède au 7e PCRD, qui était précédé d'autres textes. Il y a eu en 2018 le plan national pour la science ouverte dévoilé, je l'ai dit, par Madame Vidal, qui trace une feuille de route pour le gouvernement actuel. En matière de juridique, le plan est quelque part peut-être vu comme une traduction d'une loi emblématique du gouvernement qui était dirigée par quelqu'un qui aurait pu être maire de Barcelone mais qui ne l'a pas été, donc Manuel Valls, qui me pardonne d'ailleurs s'il m'entend.
à distance. Donc, la loi pour une république numérique du 10 octobre 2016. Donc, cette loi, est une loi importante, c'est une sorte de loi cadre sur le numérique. Elle est importante parce qu'elle contient, en matière de sciences ouvertes, des éléments intéressants. Elle crée un principe d'ouverture des données publiques par défaut. Or, les données de la recherche sont considérées comme des données publiques. Alors ça s'est traduit par certaines dispositions, Agnès Robin connaît ça mieux que moi, dans le code de la propriété intellectuelle, dans le code de la recherche, la loi pour une république numérique. Donc j'insiste pas plus, pour arriver justement aux questions un peu peut-être dérangeantes ou en tout cas polémiques, mais des questions qu'il faut se poser, je pense, sur ce sujet de la science ouverte. Et donc là, j'ai mis dans un même label commun donc les enjeux éthiques et juridiques. En théorie, il faudrait dissocier les deux. L'éthique et le juridique, certes, il y a des porosités entre les deux domaines, mais il y a aussi des convergences. À tel point que lorsqu'on regarde des modèles de plans de gestion de données, les deux domaines sont traités conjointement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas je parle pour quelques plans de gestion de données que j'ai vus, on mélange l'éthique, le juridique. Voilà, c'est un petit peu regrettable, mais c'est comme ça. Bon, il est vrai que il y a quand même une proximité entre les deux domaines. Alors, dès qu'on touche à l'éthique, effectivement, c'est très bien d'avoir des prétentions éthiques. Les recherches doivent être intègres, il faut éviter le plagiat, tout ce que vous devinez. Mais les chercheurs peuvent voir ça comme une menace, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, j'ai mis une citation, justement, empruntée du colloque de l'année dernière du président de la Société française de management qui s'appelle Hervé Dumez, donc certains connaissent peut-être, qui est enseignant à l'école polytechnique et qui est directeur de recherche au CNRS. Donc vous voyez cette citation, donc je vous la lis si vous n'arrivez pas à déchiffrer. Vous sollicitez, écrit Hervé Dumez, un financement de la Commission européenne ou d'une agence publique, où votre université a annoncé qu'elle avait créé un comité d'éthique et que toutes les recherches impliquant des sujets humains, on est dans le domaine des sciences de gestion, des sciences sociales, même adultes responsables doivent désormais faire l'objet d'un contrôle préalable par ce comité. Les ennuis commencent. Fin de citation. Voilà. Donc, voilà un peu la tonalité de ce qui a été un petit peu le fil rouge de la table ronde auquel j'ai participé l'année dernière. Alors, sur les comités d'éthique, j'ai cru utile de vous rappeler quelques jalons. Ces comités d'éthique, évidemment, ils ont émergé depuis longtemps, à l'international, dans les pays anglo-saxons. Ça a essaimé en France, vous le savez. L'origine est médicale et biomédicale aujourd'hui, enfin depuis longtemps d'ailleurs. Ensuite, ces comités d'éthique ont été élargis, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis. Alors, il est vrai qu'il y avait dans ces pays, dans le champ des sciences sociales, puisque j'ai oublié de préciser, je le fais maintenant, le colloque où j'ai participé l'année dernière, c'était surtout des enseignants-chercheurs de gestion et des sciences sociales. Alors, on pourrait dire, mais nous, on est dans le domaine sciences pures, en informatique ou dans d'autres domaines, ça ne nous concerne pas, et les risques que je vais signaler, finalement, sont cantonnés aux sciences sociales en gestion. Bon. Moi, je pense que c'est pas si simple que ça. Donc, d'un point de vue strictement intégrité scientifique, donc éthique, je tenais à faire cette remarque qui me paraît importante. Alors, donc, juste au passage, s'il y a eu élargissement en dehors du domaine médical des comités d'éthique dans les pays anglo-saxons, c'est justement parce qu'il y a eu des scandales par rapport à certaines recherches. Donc là, il faut quand même je pense à une recherche en particulier qui était effectuée par un chercheur, c'était je pense un sociologue ou un psychologue, qui est allé étudier dans les toilettes publiques les homosexuels, qui les a suivis pour regarder leur numéro d'immatriculation et pour voir si ces personnes-là avaient une vie normale. C'était son domaine de recherche. Bon. Il y a eu d'autres scandales de ce type-là aux États-Unis, donc ça a débouché sur des recommandations, parce que c'est un pays où le droit souple est important, donc recommandations, lignes de conduite. Puis finalement, devant l'ampleur du phénomène, en 1979 aux États-Unis, il y a eu le rapport Belmont. C'est un rapport important parce qu'il fixe les principes qui sont devenus maintenant canoniques du respect de la personne, de la bienfaisance envers les sujets qui sont étudiés. Et ce rapport Belmont, donc aux États-Unis en 1979, pose deux principes fondamentaux en matière d'éthique: le consentement libre et éclairé
Et deuxième principe, le calcul bénéfice-risque d'une recherche. Alors, en France, évidemment, les comités d'éthique, qui ne s'appellent plus d'ailleurs aujourd'hui comme ça, comité de protection des personnes, se sont développés, surtout depuis 2016. Pourquoi 2016 ? Parce que c'est en 2016 qu'il y a eu un décret d'application d'une loi en matière d'éthique qu'on appelle la loi Jardé, et qui va faire que les comités d'éthique vont se généraliser peu à peu. Bon, CNRS, on n'a pas attendu la loi Jardé, puisqu'il y a un comité d'éthique en 1994. Différentes universités commencent à créer, en dehors du champ médical ou biomédical, des comités d'éthique. C'est le cas de l'université Paris-Dauphine, l'université Paris-Saclay en a un. J'ai regardé à l'université de Montpellier, je n'ai pas vu de comité d'éthique. Il y a un référent, en revanche, à l'intégrité scientifique. Voilà. Donc j'ai mis le lien derrière. Donc j'étais curieux de savoir s'il y en avait un, mais pour l'instant non. Mais ça va arriver, je suis prêt à... Je pense que ça arrivera sous peu. Voilà. Alors, les comités d'éthique, je disais, c'était le titre de la diapositive, peuvent être perçus comme une menace pour la liberté de la recherche. Pourquoi ? D'ailleurs, à tel point que une collègue qui participait à la table ronde, qui est professeure de gestion émérite, donc à la retraite aujourd'hui, a pu parler lors de cette table ronde de l'année dernière des comités d'éthique comme étant un risque d'entrave bureaucratique. Le terme bureaucratie devant être pris ici comme l'application mécanique des règles, en fait, des normes. Voilà. En revanche, l'expression, donc les comités d'éthique, voilà ce qu'elle en dit. Donc j'ai mis une citation aussi. Donc cette collègue, c'est Julienne Brabet, qui dit que depuis 2016, donc les comités d'éthique constituent un véritable, je la cite, millefeuille de la bureaucratie de la vertu, dont on peut craindre qu'il soit plus centré, c'est toujours elle qui parle, et qui écrit plutôt, sur la lettre et l'esprit, le risque juridique, couru par les institutions, plus que centré sur l'esprit éthique. Bon, c'est peut-être un peu forcer le trait, mais le risque existe. Alors justement, les risques, j'ai essayé de faire une petite synthèse ici des risques, en faisant une synthèse des débats donc, de l'année dernière, les risques de dérive des comités éthiques hors du champ médical. Hein. C'est-à-dire dans des champs qui peuvent vous intéresser dans vos disciplines. Ces risques ont été d'ailleurs bien étudiés en dehors de la France par l'auteur du livre qui est sur la diapositive derrière moi, auteur qui était un historien, pour le coup. Alors, risque, il y en a deux principaux. Risque d'abord de bloquer ou d'entraver certains projets de recherche. Ça a été vécu par certains chercheurs aux États-Unis par rapport à des projets de recherche qui pouvaient non pas être dans le courant dominant, le mainstream en fait. Je pense à une recherche sur les Mormons. Les Mormons est toujours dans une université, j'ai oublié le nom de l'université, qui a été refusée par un comité d'éthique parce que considéré comme sujet dans cette université, dans l'État américain, comme sensible. Donc le comité d'éthique a entravé le projet à l'époque. Donc risque de bloquer ou d'entraver certains projets de recherche. Alors, les collègues en gestion, donc, qui font des recherches dites qualitatives, donc utilisent beaucoup des entretiens, ils ont des protocoles de recherche. Et là, ce qui est craint, c'est que le comité d'éthique soit refuse le protocole de recherche, soit mettre de tels freins qu'il soit plus possible de mener des recherches comme le chercheur a imaginé le projet. Bon. Donc ça, c'est vraiment la version un peu radicale. Ce qui est aussi mis en exergue par les collègues de gestion, de management l'année dernière, c'était de la part donc dans les dérives, on parle de dérives, évidemment, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler des bienfaits des comités d'éthique, donc je mets l'accent sur les dérives, risque de ces comités de sortir du strict champ éthique. Le strict champ éthique, c'est l'intégrité scientifique, c'est le plagiat, problème de fraude par conséquent. Alors pourquoi les comités d'éthique, les comités de protection des personnes sortiraient de leur champ ? Parce qu'il y a peut-être une pression environnementale de l'écosystème de la recherche qui fait que ces comités souhaitent garantir leur université, le CNRS ou d'autres organismes de recherche contre des risques juridiques. Risques juridiques, atteinte au secret des affaires, protection des personnes et des données personnelles, etc. Donc les comités d'éthique pourraient s'emparer de ce sujet pour dire ah là, attention, voilà. J'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que l'année dernière à la table ronde
auquel j'ai participé, il y avait une doctorante qui venait d'arriver d'Australie, où ce type de dérive était déjà constaté déjà en Australie, par rapport aux sciences sociales, par exemple, ou aux recherches de type qualitatif sur le terrain. Et donc, si c'est les comités d'éthique sont susceptibles, en tout cas peuvent prendre ce type de décision, c'est aussi, in fine, là il ne faut pas se le cacher, le but c'est de garantir le financement public. Donc aujourd'hui on demande un plan de gestion de données, je vais y revenir, ça devient obligatoire. Demain il y aura peut-être quelque chose du côté du comité d'éthique. Est-ce que vous êtes passé devant le comité d'éthique? Est-ce qu'il a approuvé votre protocole de recherche, etc. Bon. Donc encore une fois, j'ai conscience que ces questions peuvent être dérangeantes, mais je crois qu'il est normal de se les poser. Et le juriste est sensible aussi dans son activité à ce type de réflexion. Voilà. Alors le deuxième point qui peut être abordé maintenant et qui peut déranger aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Lorsque j'ai travaillé sur les plans de gestion de données, lorsque j'ai travaillé pour préparer cette intervention, je me suis dit, mais finalement, pour le chercheur, ou l'enseignant-chercheur, participer à la rédaction d'un plan de gestion de données, est-ce que ce n'est pas la goutte d'eau qui fait justement accroître le sentiment d'être étouffé par la norme juridique, la norme administrative finalement? Est-ce que ce n'est pas l'expression d'une montée en charge de la demande administrative? Alors, parce que le chercheur, on va lui demander de participer, qu'il le veuille ou non, à la rédaction de plans de gestion de données. Je nie pas le bienfait des plans de gestion de données, notamment pour la science ouverte. Mais finalement, voilà. Alors, c'est un plan de gestion de données, donc je ne sais pas par rapport à vos connaissances, mais là, je vous rappelle ce que c'est un plan de gestion de données rapidement. Donc, c'est un document rédigé qui fait quand même plusieurs dizaines de pages, qui est rédigé en principe au début d'une recherche, et ce document doit expliquer la façon dont sont obtenus, produits, documentés, analysés, partagés, sécurisés, voire archiver les données produites au cours de la recherche. Et ce document, il n'est pas figé dès le départ puisqu'il est évolutif. Il a un contenu évolutif. Pour répondre aux impératifs de l'Union européenne, les plans de gestion de données doivent décrire des données qu'ils doivent faire. C'est un acronyme qui veut dire Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Sorry for my English. Vous aurez compris qu'il n'est pas parfait. Voilà, donc c'est des impératifs qu'il faut respecter. Ce plan de gestion de données, il faut le mettre à jour tout au long de son projet de recherche. Et pour un projet H2020, par exemple, on estime qu'il faut minimum 3 plans de gestion de projet. Un au début, un au milieu, un à la fin. Donc ça renforce encore la pression qui peut exister sur le chercheur. Alors qu'est-ce qui justifie la rédaction d'un plan de gestion de données? Évidemment, il y a beaucoup d'informations, donc je l'ai mis sur la diapositive qu'on va trouver dans le plan de gestion de données. Alors, qu'est-ce qui justifie le plan de gestion de données? Parce que c'est quelque chose d'important pour la science ouverte. Alors, là aussi, j'ai trouvé une citation que j'ai trouvée intéressante sur d'auteurs que vous voyez sur la diapositive. Donc la vocation d'un plan de gestion de données ne serait pas de contrainte, donc là il y a une sorte d'auto-justification, c'est un peu la méthode Coué quelque part, pour justifier le plan de gestion de données. Donc le plan de gestion de données serait là pour inciter à la réflexion, à l'anticipation, participerait donc pleinement de la science ouverte. Ça devient une exigence, ça devient obligatoire. La Commission européenne a étendu les plans de gestion de données à tous les programmes H2020. Et pour l'ANR, c'est dans le plan national pour la recherche. Si on veut obtenir, indépendamment de la qualité, de la pertinence de son projet de recherche, il faudra un plan de gestion de données. Ça devient une obligation contractuelle. C'était déjà le cas en 2019, et donc évidemment ça se généralise. Voilà. Alors, le plan de gestion de données, donc toujours dans cette idée le plan de gestion de données vu comme l'expression d'une montée en charge administrative qui serait imposée, j'ai mis imposée entre guillemets, parce que
le chercheur, on peut se demander quelle est son implication dans le plan de gestion de données. Cette implication, il me semble qu'elle est nécessaire parce que les personnes qui vont rédiger concrètement le plan de données, ils ne vont rien faire sans les chercheurs. Ils ne peuvent strictement rien faire. Les chercheurs vont disposer de l'expertise scientifique et de l'expertise technique. Donc tout passera par les chercheurs. Ils seront mobilisés quoi qu'il en soit, qu'ils le veuillent ou non. S'ils veulent monter un projet ANR ou un projet H2020, ça sera. Alors j'ai essayé d'aller faire dans ma petite enquête de terrain très modeste. J'ai posé la question à des collègues de l'Institut Mines Télécom, des collègues de l'université qui étaient impliqués personnellement dans la rédaction d'un plan de gestion de données. Finalement, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Beaucoup de collègues m'ont dit c'est pas nous qu'on s'en occupe pas, on laisse faire, il y a quelqu'un qui gère le projet. Donc l'implication des chercheurs, vue au travers de mon prisme qui est très réducteur et qui est très empirique, est faible. Et alors ça a été confirmé justement dans une présentation que j'ai trouvée sur Internet de personnes qui, elles, rédigent des plans de gestion de données avec des pourcentages qui sont ici, et donc des chiffres qui datent de 2007, donc vous avez la source juste sous la diapositive, qui disent qu'en Europe, en 2017, un quart seulement des chercheurs interrogés disent avoir participé à la rédaction d'un plan de gestion de données. 17%, c'est pas beaucoup, mais on peut gager que ça va monter en puissance. C'est une prédiction. Alors, j'en arrive à ma deuxième partie. Donc la science ouverte, c'est une ambition, ça s'est traduit par des textes et ça oblige à rédiger des plans de gestion de données, mais c'est aussi quelque chose qu'il va falloir gérer d'un point de vue juridique. Cette deuxième partie va être axée plus particulièrement, vous l'avez compris, sur la gestion des données personnelles. Mais avant de traiter du cas compliqué, c'est pas simple, vous allez voir, des données personnelles, j'ai voulu quand même, sacro-sainte approche en entonnoir des juristes, poser la question plus largement de savoir à quelle question juridique doit répondre un plan de gestion de données. Et j'ai regardé du côté, non pas de la loi, parce que la loi ne répond pas, le règlement non plus, donc j'ai regardé du côté des modèles de plans de gestion de données. Je vous livre l'état de ma réflexion sur le sujet, donc qui est un état non définitif, mais bon, pour moi, il n'y a pas d'état des questions prédéfinies, il n'y a pas une foire aux questions auxquelles les chercheurs pourraient se référer. Bon. En revanche, il y a une problématique fondamentale, il faut être conscient de la problématique, donc ça apparaît dans la présentation du séminaire, c'est que la question de ce qu'on appelle, nous juristes, la qualification juridique des données de la recherche va être prégnante. Il va absolument falloir savoir qualifier les données de la recherche. Et les chercheurs qui ne sont pas juristes devront se rapprocher d'autres personnes qui vont les aider, savoir si là on est en présence de données personnelles, est-ce qu'on risque de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, si oui de quelle nature, etc. Est-ce que le secret des affaires, je risque quelque chose, il y a une loi récemment sur le sujet. Voilà. Donc tout ça c'est fondamental et ces questions se poseront. Alors dans les plans de gestion de données que j'ai regardés, j'ai vu qu'il y avait des indications quand même dans les modèles. On ne laisse pas les chercheurs totalement démunis, puisque là je vous ai pris deux modèles, le modèle de la Commission européenne, avec cette confusion entre l'éthique et le juridique, je ne reviens pas dessus, je l'ai signalé tout à l'heure, vous voyez un petit peu comment sont traités dans ces modèles-là. Dans le modèle de l'Agence nationale de la recherche, là aussi, c'est un peu plus précis. Donc, il y a quand même une sorte de guide, mais on ne peut pas dire que pour l'instant ça soit très développé dans les modèles de plans de gestion de données. Alors j'en arrive maintenant à le sujet. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il me reste combien de temps ? Quelques minutes ? Bon, ça devrait aller. Alors, la recherche et le droit des données personnelles, 10 minutes, c'est une gageure pour parler d'un sujet aussi colossal. L'équation du droit des données personnelles n'est pas forcément soluble dans les projets de recherche. Vous allez voir pourquoi. Et j'ai mis là aussi, j'aime bien citer des personnes, donc Jean-Gabriel Ganassia, que ma collègue connaît sûrement, puisque c'est un professeur d'informatique qui en même temps préside le comité, le COMETS, le comité d'éthique du CNRS. Il a rédigé un petit édito d'une revue du CNRS, et voilà ce qu'il dit sur le RGPD, le Règlement Général de l'Union Européenne sur la protection des données.
il dit, mais ça c'est vu par un non-juriste, on pourra se poser la question de la pertinence de la citation, mais il en va de ce RGPD, donc un peu comme de l'enfer procédurier qu'il nous promet, il est pavé de bonnes intentions. Voilà. Bon. Alors le RGPD, vous avez entendu parler, sans doute. J'ai entendu, lundi dernier, j'étais à une université des délégués à la protection des données qui s'est tenue à Paris, et la présidente de la Commission nationale informatique et liberté disait, je crois que c'est elle, que le RGPD était l'acronyme le plus connu au monde en matière de texte juridique aujourd'hui. Alors, c'est un texte, le RGPD, que vous connaissez. Je ne sais pas si... Qui a lu déjà le RGPD qui a parcouru ce texte? Voilà. Bon. Effectivement. Bon, texte volumineux, 100 pages, 173 considérants. C'est un texte qui remplace une directive européenne. Bon, là, je vous fais le discours officiel. Hein, donc, le discours officiel des auteurs. C'est un texte qui vise à remplacer donc, la directive, donc mettre fin à ce qu'on appelle une fragmentation juridique. S'agissant d'un règlement, il aurait dû s'appliquer directement dans notre droit français, sans qu'il soit besoin de le transposer, c'est-à-dire de l'adapter. Or, il y a eu une adaptation de la loi informatique et liberté. Ça veut dire que le RGPD n'est pas le seul texte qu'il va falloir envisager, puisque la loi informatique, fichier et liberté de 1978 a été adaptée. Pourquoi? Parce que le RGPD laissait aux États membres 56 marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre, il a fallu les transcrire dans la loi informatique et liberté. Ça a été fait en 2018 par une loi spécifique. Il a fallu même réécrire la loi, c'était tellement inintelligible qu'il a fallu réordonnancer la loi 1978, lui donner un plan plus cohérent, et ça a été fait par une ordonnance. Alors, j'ai posé la question, rapidement toujours, du statut de la recherche dans le RGPD. En gros, est-ce que les chercheurs peuvent respirer un peu plus? Est-ce qu'ils auront plus de liberté pour traiter de données personnelles? Bref, est-ce qu'il y a un statut privilégié pour la recherche dans le RGPD? Je ne vais pas mettre ça au sondage. La réponse est non. Il n'y a pas de statut privilégié. En revanche, il y a une définition assez large de la recherche, parce que tout type de recherche sont envisagées. Alors, s'il n'y a pas de statut privilégié de la recherche scientifique dans le RGPD, en revanche, il y a beaucoup de dérogations qui pourraient être utilisées, je vais y revenir dans quelques instants. Bon, notamment dérogation à ce qu'on appelle le principe de limitation des finalités des traitements. Alors, le RGPD, pour le chercheur, ça va être une contrainte à gérer, pas seul évidemment, surtout le chercheur s'il a la qualité de responsable de traitement, mais cette contrainte, il faut quand même dire qu'elle est légitime. Il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur le RGPD. Il faut dire que la contrainte du RGPD, comme d'ailleurs la loi informatique et liberté, elle est légitime, donc je signale rapidement pourquoi, parce que il s'agit quand même, à l'heure du big data, d'assurer l'effectivité du droit à et de la protection des données personnelles, ce qu'une collègue juriste appelle l'habeas data. Donc je ne commente pas la formule, sauf s'il y a des questions, mais en fait c'est tiré de l'habeas corpus, évidemment c'est un dérivé de l'habeas corpus. C'est un droit fondamental, le droit de la protection des données. Il est tellement fondamental qu'on le retrouve dans des textes qui sont supralégislatifs. Cette effectivité du droit de la protection des données personnelles, elle est renforcée par un concept qui s'est vivifié ces dernières années, c'est le concept du droit à l'autodétermination informationnelle qui vise à donner aux individus la maîtrise, donc la souveraineté sur leurs données. C'est en fait décliné du concept anglo-saxon d'empowerment. On va retrouver ça en fait dans la loi pour une république numérique. Alors, autre point important, je pense à signaler, c'est que le but du RGPD comme de la loi informatique et liberté, c'est de permettre une conciliation, trouver un juste équilibre entre le droit de la protection des données et la liberté de la recherche, la liberté académique. Alors, c'est quand même une contrainte le RGPD parce que il va falloir rendre des traitements de données personnelles licites. Je vais vous préciser ce qu'on entend par données personnelles, mais j'imagine que vous le savez déjà. Or, ce qui frappe dans le RGPD, là aussi ça a été dit et redit, donc je passerai rapidement. Moi j'ai essayé de verbaliser ça un petit peu différemment, même si la formule a été utilisée. Le RGPD induit un changement de paradigme, donc vous connaissez le terme paradigme,
Thomas S. Kuhn, dans la gestion des données personnelles. En fait, dans la loi informatique et liberté d'origine, on était dans un contrôle formel. Il fallait faire des déclarations de traitement a priori, ou pour des cas de traitement plus liberticide, par exemple en matière de biométrie, il fallait obtenir une autorisation de la Commission nationale informatique et liberté. Avec le RGPD, on est dans une logique anglo-saxonne, une logique d'accountability, de responsabilisation, où il va falloir non seulement respecter les obligations qui découlent du RGPD, de la loi informatique et liberté, mais il va falloir être en mesure, en cas de contrôle, prouver comment on le fait. Donc on est dans une forme de compliance, de conformité continue. C'est pas je fais ma déclaration, je respecte les obligations et après je suis tranquille. Non, il faudra vraiment se mobiliser sur le sujet. Donc c'est une obligation qui pèse sur ce qu'on appelle le responsable de traitement, cette obligation d'accountability. Le RGPD donc reprend beaucoup des règles qu'on connaissait nous en France de la loi informatique et liberté, mais il introduit des concepts qui sont pour certains assez difficiles encore à saisir, le profilage, pseudonymisation, minimisation des données. Bon voilà, le RGPD rend obligatoire, ça c'est intéressant, la désignation d'un correspondant non pas informatique et liberté, il est monté en grade quelque part, puisqu'il devient délégué à la protection des données, il est rattaché au plus haut niveau de l'organisation, et c'est une personne, le délégué à la protection des données, les DPO, qui vont vraiment être les maîtres d'œuvre de la conformité. Et je reviendrai sur ce point. Et donc le RGPD n'est plus un tigre de papier, comme l'a pu être la loi informatique et liberté. Pourquoi ? Parce que l'échelle des sanctions n'a rien à voir avec l'échelle des sanctions, mais ça a été dit. Vous savez qu'aujourd'hui, les sanctions peuvent être très lourde. La première sanction que la Commission nationale informatique et liberté a infligée, peu de temps d'ailleurs après l'entrée en vigueur du RGPD, c'était contre Google, 50 millions d'euros. Bon, d'ailleurs, Google, c'est pas forcément grand-chose, mais quand même. Alors, le RGPD, du point de vue du chercheur, ça va l'obliger, s'il a la qualité de responsable de traitement, à adapter une vraie démarche de mise en conformité continue, justement pour respecter la comptabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va falloir tenir compte du RGPD et du droit des données personnelles dès la conception des traitements, puisque dans le RGPD, on a un principe que vous connaissez peut-être qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire la prise en compte de la protection des données dès la conception des traitements. Bon, il faut trouver une base légale, après je ne vais pas trop rentrer dans la mécanique du texte, parce qu'effectivement c'est compliqué. Alors, cette contrainte à gérer du RGPD, la Commission nationale informatique et liberté en a bien conscience, puisque la Commission nationale informatique et liberté a lancé une consultation en juillet 2019. Elle est terminée, vous auriez peut-être certains y ont participé à cette consultation. Alors une consultation à la fois pour connaître les traitements de données à des fins de recherche, hors du domaine de la santé, pour mieux connaître les pratiques en la matière, justement. Et au final, le but de la Commission nationale informatique et liberté, c'est de produire ce qu'on appelle du droit souple, des recommandations, des guides, ce que le RGPD autorise à faire. Bon, je passe sur le périmètre de la consultation. Bon, là, j'avais mis quelques diapositives. C'est une sorte de cas pratique pour savoir... bon, la donnée personnelle, je vous l'ai rappelé sur cette diapositive. C'est une notion très largement définie dans la loi informatique et liberté, dans le RGPD, parce que tout peut être données personnelles, hein. Un numéro identifiant, une adresse internet protocole, enfin tout peut être données personnelles. Aujourd'hui, c'est assez facile de trouver une donnée personnelle partout, donc vous voyez la définition. Ça ne suffit pas naturellement pour que le RGPD, la loi informatique et liberté s'applique. Il faut un traitement, là aussi, le RGPD, comme la loi informatique et liberté, retient une définition extrêmement large de la notion de traitement. Bon, alors, les diapositives qui suivent, c'était un petit cas pratique, moi je vais assez rapidement, sauf si vous avez des questions. En matière de recherche, ça sera assez facile finalement de faire que les traitements qu'on va mettre en œuvre dans ces projets tombent sous le coup de cette qualification de données personnelles. La difficulté aussi, je signale ici, c'est que le chercheur, est-ce qu'il est responsable de traitement par rapport à la définition que donne le RGPD? On pourrait croire que la notion de responsable de traitement, c'est très facile à comprendre. C'est pas si facile que ça.
J'ai animé ce qu'on appelle, parce que comme je suis directeur d'un master spécialisé, j'ai animé une session d'un dispositif du master qu'on appelle la clinique du délégué à la protection des données. J'ai un grand groupe français qui est venu exposer à mes étudiants 3 cas pratiques sur savoir si ils étaient responsables de traitement, parce qu'ils se posent des questions. Et même par rapport à leur cas pratique, la Commission nationale informatique et liberté n'a pas su répondre à la question, puisqu'il y avait 4 personnes de la commission, 2 étaient pour, 2 étaient contre. Donc c'est pas si facile que ça, et je parle sous le contrôle de ma collègue Nathalie Mallet-Poujol. Un responsable de traitement, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà. En plus, il y a la notion de responsable conjoint de traitement, donc tout ça n'est pas très simple. Donc je suis désolé pour ce propos peut-être anxiogène, mais c'est un peu comme ce qui est vécu sur le terrain. Alors, mince, pourquoi ça n'avance pas? Si. Alors, quelle solution pour éviter, j'aperçois que je dépasse mon temps, bon, je vais aller vite, solution pour éviter tout ça, parce qu'évidemment, un chercheur, il doit se concentrer sur ses projets de recherche. L'aspect gestion juridique, c'est pas forcément, pardonnez-moi l'expression, sa tasse de thé, et donc il a envie de faire autre chose. Donc le plus simple, si vous pouvez, c'est anonymiser vos données. Vraiment anonymiser vos données. Alors c'est pas si simple que ça d'anonymiser les données du point de vue du RGPD, parce que anonymiser les données qui peuvent être considérées comme personnelles, ça veut dire que la réidentification est impossible, mais vraiment impossible. Je pense qu'il y aura peut-être matière à discussion, parce que là, il y a matière en tout cas à approfondissement. Donc il ne suffit pas d'enlever le nom et des numéros, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors après, est-ce que vous pouvez anonymiser par rapport à vos projets de recherche? C'est une question d'opportunité. Quelquefois, on ne peut pas. On a des projets où on est obligé de collecter de la donnée personnelle, même si elle est indirecte. Donc, c'était question à se poser au début du projet. En tout cas, l'effet juridique de l'anonymisation, il est certain, et c'est confirmé par le RGPD. Anonymiser les données, vraiment les anonymiser, ça veut dire qu'on échappe au RGPD. On n'aura pas appliqué le RGPD. Voilà. Alors, solution illusoire, rapidement. Parce qu'on pourrait se dire, bon, anonymiser, je ne peux pas, mais finalement, j'ai entendu parler de la pseudonymisation. Ben, je vais pseudonymiser, c'est pas facile à prononcer. Alors, pseudonymiser les données, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai mis une définition ici de la pseudonymisation, donc concept inventé par le RGPD, qui consiste à remplacer un identifiant par un autre. C'est pas la solution miracle. C'est pas la solution miracle, parce que pseudonymiser, ça ne permet pas d'échapper au RGPD. Le RGPD reste applicable. Par contre, ça permet de respecter en tout cas le privacy by design, puisque c'est quelque chose qui est préconisé en la matière. Voilà. Je passe rapidement, hein, désolé si je suis rapide, mais j'ai déjà épuisé mon temps de parole. Alors, solution proposée, mais alors c'est pas une solution miraculeuse. Si vous avez à traiter de données personnelles par rapport à vos projets de recherche, vraiment, je m'excuse du niveau de ras des pâquerettes de ce que je vais vous dire. Il y a 2 choses que je vais vous dire, c'est que ça ne s'improvise pas de gérer juridiquement les projets où on va traiter des données personnelles. Donc il va falloir apprivoiser les concepts et les règles. Ça veut dire s'informer, se former. Et puis surtout, ce que je conseille fortement, c'est de se rapprocher, si ce n'est pas déjà fait, de votre délégué à la protection des données. C'est vraiment la personne incontournable. Et au-delà, je pense que, d'ailleurs, alors pourquoi se rapprocher? Pour les raisons que j'ai indiquées sur la diapositive, le plan de gestion de données, c'est un véritable travail de groupe. Il n'y a pas le chercheur, le délégué à la protection des données et aussi les juristes qui peuvent intervenir. C'est vraiment un travail de groupe. Et ça, tout le monde le dit, mais je pense que c'est effectivement, c'est vrai. Alors, dernier point, c'est ma dernière diapositive. On peut aussi bénéficier, en tout cas utiliser des solutions qui sont liées aux dérogations prévues par le RGPD en matière de recherche, donc qui sont illégitimes bien évidemment, des dérogations en matière de finalité des traitements pour collecter et traiter des données sensibles, par exemple des données sur les opinions syndicales, les appartenances religieuses, etc. Donc là, normalement c'est interdit, mais le point J de l'article 9 du RGPD autorise sous condition à traiter des données sensibles, au sens que je viens d'indiquer rapidement. Il y a aussi les possibilités, des marges de manœuvre, des dérogations pour respecter l'expression universitaire.
Alors, ça, c'était une liberté, une démarche de manœuvre que le gouvernement français a utilisée. Donc, c'était la loi informatique et liberté, c'est son article 80. Donc, vous regarderez si vous voulez. Mais voilà, donc là, il y a des questions que j'ai posées, ça sera d'ailleurs ma conclusion. Est-ce que c'est vraiment cantonné ces dérogations à la liberté d'expression universitaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça s'applique aussi en matière de recherche scientifique? Voilà, des questions qui méritent, en tout cas, je pense, d'être éclaircies. Des questions qu'on ne trouve pas forcément, dont les réponses ne sont pas forcément dans la littérature, mais qui sont, je pense, à creuser. Voilà. Donc je vous remercie et je m'excuse d'avoir épuisé mon temps de parole, 45 minutes.